Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Léonard de Vinci est pour tous le peintre de la célébrissime Joconde. On sait que l'œuvre fut apportée par l'artiste en France après son invitation à séjourner à Amboise. François Ier tenait à faire de l'artiste le fleuron de son règne, placé sous le signe de l'art et de la beauté. Léonard de Vinci en France, c'est cette dernière partie de la vie de l'artiste toscan que je vous propose de raconter aujourd'hui dans un épisode en 2 parties. Première partie, le voyage de la Joconde. La petite troupe de cavaliers s'est arrêtée pour contempler le paysage. En cette fin d'automne 1515, l'hiver approche. Le froid n'est pas intense, mais on est en haute montagne et l'air est vif. La vallée de Montgenèvre, qui s'étend à leurs yeux, est entourée de sommets enneigés de cette région des Hautes-Alpes qui étincelle sous le soleil de midi. L'escorte qui accompagne Léonard de Vinci met pied à terre. On vérifie le chargement des mules. Elles contiennent toute la vie de l'artiste italien et surtout ses plus précieuses peintures. Parmi elles, il y a une certaine Mona Lisa, à laquelle il tient particulièrement. Léonard, lui, est resté en selle malgré la fatigue. Il observe longuement le ciel, ce bleu profond, épais, presque palpable, et signe qu'on a gagné les hautes altitudes. À 63 ans, Léonard de Vinci sent sa santé décliner. François Ier l'a invité à séjourner en France. Il a l'intuition qu'il va y passer ses dernières années. Ce ciel de haute montagne lui paraît un présage. Il semble touché au grand silence des étoiles et de l'éternité. Les hommes que le roi de France a chargés de l'accompagner pour traverser les Alpes ont été saisis par son allure hors du commun. Sa taille rivalise avec celle de François Ier. De grands yeux qui semblent plongés dans une rêverie sans fin. Une longue barbe blanche courant sur des joues creuses. Et cette expression à la fois noble, désabusée, parfois ironique, qui apparaît sur ses lèvres lorsqu'il converse avec ses proches. En France, il n'est pas un étranger. Il a déjà été le peintre du roi Louis XII pendant 10 ans. Le tout nouveau François Ier a tout juste 21 ans. Il vient de se couvrir de gloire à la bataille de Marignan, qui le rend maître du Milanais, convoité de longue date par son père. En reprenant possession de ces terres, auquel il a droit par son origine visconti, François ouvre grand les portes de la France à la Renaissance italienne. Il n'oublie pas qu'il est l'arrière-petit-fils de Valentine Visconti, fille du duc de Milan. Il aime passionnément cette terre italienne, il en aime passionnément les beaux-arts. Au lendemain de la victoire de Marignan, à peine a-t-il quitté le champ de bataille, jonché de 16 000 cadavres, qu'il se précipite à Milan pour voir un tableau de Léonard de Vinci, la Scène. Il veut ce chef-d'œuvre. On pénètre dans l'église de Sainte-Marie des Grâces où il se trouve. 21 ans, et l'âge où l'on ose tout. Le sang de l'ennemi n'a pas encore séché sur ses bottes que François demande à faire arracher la peinture du mur où elle est encadrée. En vain. L'œuvre refuse de quitter le saint lieu qu'elle éclaire de sa mystérieuse et envoûtante beauté. Léonard de Vinci est présent lors de l'infructueuse tentative. Il semble qu'il ne soit pas associé de tout cœur à ce rapt, même s'il a donné son accord. J'ai peine à comprendre que le plus savant architecte et mécanicien du pays, Léonard de Vinci lui-même, n'ait pas trouvé 4 moyens de transporter sa fresque, lui qui pouvait changer une église de place. François Ier ne s'avoue pas vaincu. Léonard de Vinci a peint depuis des années des sujets religieux pour Louis XII, eh bien François Ier a pour lui d'autres projets.
Puisqu'aussi bien je ne puis emporter le chef-d'œuvre, je vais emmener le peintre qui l'a fait. Il en fera d'autres encore. Léonard de Vinci promet de venir en France. Pour l'heure, il accompagne François Ier dans ses nouvelles possessions. On sait depuis longtemps en Italie qu'il peut tout faire. Peintre et sculpteur, il est aussi et surtout un ingénieur spécialiste du détournement des cours d'eau et d'assèchement des marais. Constructeur de machines en tout genre et organisateur de fêtes. Pour François Ier, il va organiser une première mise en scène de festin à Pavie, en Lombardie. Pour étonner l'assistance, il conçoit un lion mécanique qui, une fois parvenu devant le roi, ouvre sa gueule et dépose à ses pieds une gerbe de fleurs de lys. La facilité avec laquelle Léonard de Vinci se rallie à François Ier a de nombreuses explications. D'un tempérament discret, peu enclin à l'esbrouffe, il n'est pas homme à faire sa propre publicité. Au fil des ans, ceux de ses condisciples qui sont les plus ambitieux, notamment Michel-Ange et le jeune Raphaël, n'ont pas tardé à se placer bien en vue des Médicis, principaux mécènes d'Italie. Parmi eux, le pape Léon X est sans doute le plus généreux. Mais d'un caractère trop faible pour résister aux fortes têtes, il va rapidement oublier Léonard de Vinci, que son âge et sa modestie ne portent pas à se mettre en avant. Ses talents d'artiste et de savant, si remarquables qu'ils fussent, ne purent faire reporter sur lui une portion suffisante que ses jeunes rivaux attiraient si puissamment sur eux. Le grand Léonard de Vinci fut obligé de céder la place au grand Michel-Ange et au grand Raphaël, par cela seul qu'il était vieux. Lorsque François Ier surgit dans l'histoire, avec la soudaineté de la foudre, Léonard comprend que l'occasion lui est donnée de trouver enfin la paix que réclame son âge. Voici un roi jeune et généreux, qui admire ses œuvres. Il l'invite à séjourner au cœur de la France, là où il n'aura à craindre ni les rivalités, ni les tracasseries financières. Le roi le lui a assuré. Il pourra se consacrer entièrement à son art. De fait, il lui propose une rente de 1000 livres par an, une somme plus que confortable pour l'époque. Il lui attribue le château de Cloux, au Clos Lucé, à côté d'Amboise. Léonard de Vinci n'a pas hésité une seconde, le temps de rassembler ses affaires, et il se met en route. François Ier n'a aucunement l'intention de faire de Léonard de Vinci un peintre dédié au portrait de cour. Son projet est à la mesure de son ambition, qui est démesurée. Il veut donner à son règne une portée universelle. Par sa mère, Louise de Savoie, il a été instruit des prophéties en tout genre qui parsèment la Bible et les écrits religieux médiévaux. Il voue une dévotion particulière à saint François d'Assise et à saint François de Paule. Il ne doute pas un seul instant de sa vocation à rayonner sur le monde. Il connaît les compétences d'ingénieur de Léonard de Vinci. Aussi, lorsqu'il l'accueille à Amboise au printemps 1516, il lui expose d'emblée tous ses projets. Parmi eux, il y a la construction d'un immense palais du côté de Romorantin, la ville de son enfance. Installé au château de Cloux, Léonard jouit d'une pension royale, d'une écurie, de plusieurs chevaux, pour se rendre à Blois, Paris, Fontainebleau, Saint-Germain, et la direction de tous les artistes du royaume. Comme le dit son biographe Vasari, il est en un mot surintendant des beaux-arts avant la lettre. Dans les semaines qui suivent son arrivée, on se presse pour rencontrer l'artiste. On copie sa manière de s'habiller. À la cour, les hommes imitent sa coupe de barbe et de cheveux. Léonard de Vinci, pourtant, peine un peu à se mettre au travail. Il ne peint pas, ou très peu. Il est vrai qu'un accident vasculaire l'a privé de l'usage de sa main droite, mais il a ses assistants qui peuvent dessiner pour lui. Il passe ses journées à accompagner le roi à la chasse en forêt. Emporté, comme de coutume, par l'ouragan de son génie, il entreprend de faire assécher les marais qui entourent le domaine.
Un projet en chasse un autre. Cet homme qui, comme le disait le pape Léon X, ne pouvait rien achever, parce qu'il commençait toujours par ce que d'ordinaire on termine, va multiplier les esquisses pour assainir le domaine de Romorantin. C'est des premiers mois de sa présence au château de Cloux que datent les notes qu'il prend pour construire le grand palais auquel rêve François Ier. Ce dernier tient absolument à le placer à Romorantin. Sa mère a vécu là. On est au centre de la France. L'idée du roi est de faire édifier un immense domaine qui rayonnerait vers toutes les directions. Il nous est resté de ce rêve pharaonique des fragments de plans laissés par Léonard de Vinci. On y voit un ensemble architectural d'où partent des canaux qui, comme des rayons de soleil, touchent à tous les horizons. Inspiration typique de l'artiste toscan. Il ne pouvait envisager l'univers que par le mouvement. Le canal est l'incarnation de cette idée que toute vie est échange et passage. Tandis que l'on s'affaire pour commencer les travaux, François Ier multiplie les festivités. Il met à contribution le génie de Léonard de Vinci pour leur donner tout l'éclat qui convient à sa puissance. En avril 1517, il organise plusieurs jours de réjouissance à l'occasion du baptême de son fils et du mariage de Laurent de Médicis. On déroule une immense tenture au-dessus des parcs où sont représentées toutes les étoiles du ciel. 72 jeunes filles sont déguisées par douzaines à l'italienne, à l'allemande et selon diverses coutumes du monde. Des flambeaux, des torchères sont disposés par centaines qui donnent l'impression du jour en pleine nuit. Léonard de Vinci participe à la reconstitution de la bataille de Marignan, clou du spectacle. On érige un décor imitant des remparts, on creuse des douves. Des figurants croisent le fer, imitant les combats d'une manière si réaliste que des femmes dans l'assistance sont saisies de malaise. Des bombardes ont été disposées sur les hauteurs pour faire tonner la poudre et ajouter au réalisme du spectacle. Tout cela ne se fait pas sans dommages. Certains chroniqueurs parlent de blessés et même de morts. Mais, en fin de compte, on s'en retourne chez soi, profondément impressionné. Le passe-temps ne plut pas à tous, car il y en eut beaucoup de tués et d'affolés. Cela fait on se départit ce qui fut chose malaisée à faire. Et eût été bien pire si chevaux et gens n'eussent été hors d'haleine, car tant qu'haleine dura, ils combattirent. Au milieu du banquet, on fait apparaître des automates, conçus comme les bombardes par Léonard. On se presse pour voir le vieillard à barbe blanche lorsqu'il apparaît pour vérifier tel ou tel détail de l'organisation. Lors de ses journées à Amboise, Léonard de Vinci rencontre tout ce que l'Europe compte de savants, d'artistes et de mages. En ces années du début du XVIe siècle ont lieu les premiers colloques avant la lettre. Léonard dessine des projets de machines. Il étudie les mécanismes d'engrenage, les propriétés de certains enduits pour conserver les peintures. Il pratique l'anatomie, sa passion. Il semble qu'il soit peu apparu au milieu de ces réjouissances juvéniles qui étaient le quotidien du domaine. Il préfère l'étude, le silence, la méditation. Le roi vient à Amboise ouvrir sa cour clandestine. La reine n'y est pas, mais les maîtresses y sont. On joue à l'amour, on joue aux cartes, on festoie, on danse. Léonard donne-t-il des dessins pour ces tournois d'un genre particulier ? Vient-il, par sa gravité, apporter une note de mélancolie dans ses chansons gauloises ? Léonard traversait bien vite ces manifestations de la jeunesse. Il ne voyait le roi qu'aux heures studieuses et ne s'attardait le soir qu'avec les pâles visions de sa solitude. Dans le château de Cloux, entre deux notes consignées à la hâte sur le papier, il fait peindre par ses élèves sur les murs du grand salon des arabesques et des salamandres sur fond d'or. La salamandre, animal emblématique de François Ier, est devenue la mascotte
de celui qui était déjà connu pour son amour des lézards et des dragons. Tandis que décline le jour et que s'achève la vie du maître Léonard de Vinci, François Ier entreprit la construction du château de ses rêves. Quelle forme va-t-il prendre? Quelle marque du génie de Léonard va-t-il conserver? C'est ce que je vous propose de découvrir dans la deuxième partie de cet épisode. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Léonard de Vinci vieillissant dans le grand salon du château de Cloux, où il médite à ses différents projets. Seconde partie, le chant du cygne. François Ier a été très impressionné par les quelques peintures rapportées d'Italie par le maître toscan. Parmi elles, il y a Mona Lisa, la Joconde, qui va rester pour le monde entier et sans doute pour l'éternité le symbole du génie en peinture. Si Mona Lisa subjugue ses admirateurs, c'est par ce sourire unique qui pourtant apparaît invariablement sur tous les portraits peints par Léonard de Vinci, qu'ils soient d'hommes ou de femmes. Sainte Anne, la Vierge Marie, Saint Jean-Baptiste ont tous cette expression énigmatique des lèvres qui va bien au-delà du simple sourire et qui semble refléter l'âme même de l'artiste qui les a dessinés. Quand on veut savoir jusqu'où l'art peut s'élever et imiter la nature, il faut voir cette tête de Mona Lisa. Les plus petites choses y sont peintes avec la plus grande finesse. Le cristal brillant et humide de l'œil, l'ombre de ses cils n'avait jamais été rendue avec un tel bonheur. Ces teintes rougeâtres et un peu plombées qui cernent les yeux et qui leur donnent tant de suavité et de charme quand on parvient à les distribuer avec une telle intelligence et une telle légèreté. Ces passages si délicats et ces tons si tendres par lesquels les sourcils s'harmonisent avec la chair. Ce nez avec ses belles ouvertures et ses facettes reflétées. Ces lèvres colorées et riantes avec leurs attaches si mobiles. Toutes ces choses enfin si fines et si souples ne sont pas de la peinture. Elles sont le désespoir des peintres. On dirait une femme qui respire et qui vit. Dans Mona Lisa, il y a aussi toute l'intuition du scientifique qu'est Léonard. Le paysage qui porte la Joconde, désolé, presque lunaire, rassemble la somme de ce que l'artiste savait de cette nuit cosmique qui porte les étoiles. Mona Lisa, femme de chair et de sang, esquisse un sourire sur fond de mort. Et ce sourire, qu'on pourrait croire moqueur, est affirmation du triomphe de la vie sur les forces des ténèbres. Et le décor morbide qui l'accompagne n'a aucune prise sur lui. Léonard de Vinci va livrer ses dernières forces dans la réalisation du projet grandiose de François Ier, la réalisation du futur château de Chambord. Pourtant, tout a mal commencé. Le désir du roi était de constituer un domaine immense, presque pharaonique, du côté de Romorantin. L'idée va devoir être abandonnée pour plusieurs raisons. D'abord, il faut assainir l'endroit, ce qui nécessite ni plus ni moins que de détourner le cours de la Loire. Léonard de Vinci a aussi suggéré de diviser le cours de la Sologne. On va vite se rendre compte que tout cela est complètement utopique. C'est donc un peu plus loin, sur le site de Chambord, qu'on décide d'édifier un château de dimensions plus raisonnables, dont Léonard, peu de temps avant sa mort, dessine le bâtiment central. Il faut garder à l'idée que François Ier ne veut pas être un monarque ordinaire. Il est par sa mère, on l'a vu, très marqué par le messianisme chrétien. Si un palais lui est érigé, il faut que ce palais soit à la fois sanctuaire et forteresse. Ces deux principes, religieux et profanes, sont unis intimement chez le roi, comme chez Léonard de Vinci. Aussi n'est-il pas étonnant qu'il ait conçu un plan de château inspiré du modèle de certains sanctuaires. De fait,
la structure de l'édifice, reprend l'organisation du chœur de Saint-Pierre de Rome. Quant au centre du donjon, il ne sera pas occupé, comme dans une église, par l'autel sur lequel on célèbre la messe, mais par un escalier. Toute sa vie, Léonard a été hanté par les escaliers. Pour lui, ils sont comme les canaux, ces symboles du mouvement. Mais alors que le passage se fait horizontalement avec les canaux, les escaliers, eux, nous portent à la verticale, vers le ciel. Mais il y a plus, ces escaliers sont conçus chez le peintre de la Joconde à double révolution. C'est-à-dire qu'ils sont constitués de deux hélices imbriquées l'une dans l'autre. L'une forme l'escalier pour monter les étages, l'autre pour les descendre. Séparés par une cloison aveugle sans fenêtre, il est ainsi impossible à ceux qui montent de voir ceux qui descendent. Un moyen très habile, entre autres, pour éviter les rencontres indésirables. La griffe de Léonard apparaît aussi dans le dessin de la cage d'escalier qui représente un octogone. Cette figure, qui possède 8 côtés, est pour l'artiste la représentation la plus proche du cercle. L'octogone se retrouve partout dans l'œuvre de Léonard de Vinci. Tandis que le vieil homme s'avance vers la mort, François Ier a tenu, comble de la prévenance, à faire venir celle qui avait été sa gouvernante durant de nombreuses années, une certaine Mathurine. L'artiste en est bouleversé. C'est cette servante fidèle qui lui apporte tous les jours le déjeuner, du lait et des œufs de la ferme, des fruits de son jardin. Et surtout, elle donne ce qui réjouissait son maître quand il était en Italie, son rire. Une fois le déjeuner pris, Léonard, au bras de son élève, prend la route d'Amboise. Il n'est pas rare qu'il s'arrête en chemin pour parler avec un pauvre ou un mendiant. Il prend plus de plaisir à parcourir les routes à pied qu'à dessiner. Léonard descendait les collines d'Amboise comme s'il eût descendu les cimes de l'orgueil humain. À quoi bon continuer l'œuvre commencée, l'œuvre de la plume et du crayon? L'atelier de la nature le retenait plus que son atelier de peintre. Cependant, l'édification de Chambord tarde à commencer. Sur le chantier initial de Romorantin, on a dû interrompre les travaux. 500 ouvriers sont morts de fièvre maligne, sans doute à cause des vapeurs délétères qui s'échappent des marais. François Ier ne vient sur le site que pour organiser des fêtes et pour voir son ami. Il le consulte autant qu'il le peut. Sa conversation lui est plus précieuse que celle d'un prêtre. Il voit en lui un père spirituel dont la philosophie est garante et de son salut et de sa gloire. Depuis plusieurs mois, il lui demande de peindre un tableau représentant Sainte Anne. Cette sainte a en effet une grande importance pour le roi. Sainte Anne, qui a enfanté la Vierge, est l'image de sa propre mère. Léonard, comme à son habitude, répond évasivement. En vérité, il n'a plus guère envie de peindre. Est-il d'ailleurs un peintre au sens où on l'entend à l'époque? C'est à peine si l'on possède de lui une trentaine de tableaux. Quand ses réalisations comme ingénieur ou inventeur ou architecte se comptent par centaines. La fatigue des ans, la lassitude opèrent inexorablement leur œuvre de destruction. Il est loin le temps où Léonard amusait ses amis par des inventions, où le comique rivalisait avec l'épouvante, le temps où il s'exerçait à faire des bulles de savon jusqu'à en remplir tout son appartement, le temps où il déguisait des lézards apprivoisés en dragons pour effrayer ses amis. Quelques mois auparavant, il avait organisé une dernière surprise pour le roi. Ayant réduit un intestin de mouton jusqu'à l'enfermer dans son poing, il l'avait dissimulé dans le coin de la pièce où s'était réunie la cour. À l'aide d'un soufflet de forge introduit par un bout, il avait fait grossir le boyau à tel point qu'il avait envahi tout l'espace, semant la panique parmi les convives.
mais le temps est venu pour lui d'écrire son testament. Dans celui-ci, qu'il rédige le 23 avril 1519, il n'oublie pas la fidèle Mathurine. Il se recommande, comme le veut la tradition, à la Vierge Marie. Puis il demande à ce que son corps soit transporté à l'église d'Amboise. Il veut un certain nombre de messes qui seront accompagnées par une procession de 60 pauvres portant 60 cierges et rémunérés pour cet office. De la Joconde et de certains autres tableaux, il n'est pas fait mention. Il semble qu'ils aient été soutirés par son élève préféré, qui les restitua à la France le moment venu. Le 25 avril, 2 jours après avoir rédigé ce testament, Léonard de Vinci s'alite. Bien sûr, le roi ne manque pas de venir le visiter, il ne se lasse pas de l'écouter. Il prenait tant de plaisir à l'entendre discourir que peu de jours passaient sans qu'il soit en sa compagnie. Ceci étant l'une des raisons pour lesquelles Léonard ne put jamais faire aboutir ses miraculeuses études. Il déclare qu'il n'aurait jamais pu croire qu'il y eût un autre homme en ce monde qui en sache autant que Léonard, non seulement sur la sculpture, la peinture, l'architecture, mais dans tous les domaines. C'est véritablement un grand philosophe. Fin avril, il trouve la force de reprendre le crayon pour dessiner une énigme qui le hante depuis des décennies. C'est un ensemble de triangles dans lequel il dessine des rectangles. Le démon des mathématiques infatigable a repris possession de l'esprit du vieil homme. Celui dont la main droite est paralysée et dont les lèvres commencent à articuler difficilement, a néanmoins l'énergie de reposer ce problème qui obsédait déjà les Grecs de l'Antiquité. Plus précisément, il essaie de saisir la formule qui lui permettrait de conserver l'aire d'un triangle rectangle tout en faisant varier la longueur des 2 côtés se rejoignant à l'angle droit. Mais alors qu'il est à la rédaction d'une idée de solution, il s'interrompt brusquement et écrit simplement « etc. » Le génie a-t-il eu une intuition qu'il ne veut communiquer à personne? On pourrait le croire s'il ne figurait à la suite de ce mot une mention écrite avec soin « Perche la minestra si fredda » parce que la soupe refroidit. On a sans doute romancé le dernier jour du maître toscan. Vasari rapporte que sentant son heure venir, Léonard de Vinci demande à se confesser et à communier. Il demande à ce qu'on le mette debout pour recevoir l'hostie. Le roi, averti de l'agonie de son ami, surgit dans la pièce, le temps d'entendre les dernières paroles du maître. Léonard aurait alors exprimé des regrets de n'avoir pas terminé les œuvres qui lui étaient commandées. Puis, terrassé par un spasme soudain, il aurait expiré dans les bras de François Ier. On a montré depuis longtemps que le roi se trouvait alors à Saint-Germain-en-Laye et qu'il n'aurait jamais eu le temps d'arriver au chevet de Léonard de Vinci pour recueillir son dernier soupir. Ainsi meurt Léonard de Vinci le 2 mai 1519. Il avait 67 ans. La construction de Chambord reprendra pourtant sans la présence de son concepteur, mais comme si l'absence de l'artiste avait retiré du même coup le pouvoir de dresser les murailles, il faudra attendre un siècle pour que soit achevé le château. Chambord est de fait le symbole architectural du règne de François Ier, mais l'influence de Léonard de Vinci, à l'image du personnage, est très discrète. En dehors de l'escalier à double révolution qui perce son centre, seules quelques timides références signalent l'inspiration de l'artiste. Au fil des ans, les architectes se sont succédé, chacun faisant fi des décisions du précédent. Seul nous reste cet escalier, invisible depuis l'extérieur de l'édifice, mais seul moyen pour en gagner le toit et d'y contempler depuis ses créneaux le ciel et ses étoiles. C'est la fin de ce double épisode consacré à Léonard de Vinci et Chambord.
Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est de Xavier Joly. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.